Bonjour, dans cette vidéo, nous allons discuter les transformations chimiques et comment établir ce qu'on appelle le bilan de matière. Commençons par définir ce qu'est un système chimique. Un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques susceptibles de se transformer. Autrement dit, ce sont des espèces chimiques dont on attend une transformation. Par exemple, si on considère du méthane, est-ce qu'il peut former un système chimique? S'il ne va pas se transformer, la réponse est non, il ne constitue pas un système chimique. En présence du dioxygène, il ne peut non plus constituer de système chimique, c'est-à-dire le mélange, que si on s'attend à ce qu'il se transforme. On doit donc stimuler pour qu'il le forme ce qu'on appelle un système chimique. Ce dernier se transforme en donnant du CO2 et du H2O. Maintenant, est-ce que le système final obtenu peut être considéré comme un système chimique? En fait, c'est l'état final de l'ancien système chimique. Est-il susceptible de se transformer? Eh bien, tant qu'on n'a pas changé les conditions, il ne va pas se transformer. Une question qui s'impose. Est-ce qu'un système chimique peut être constitué d'une seule espèce chimique? La réponse triviale est non. Considérons par exemple de l'eau oxygénée. Seul et isolé, il ne va pas se transformer. Mais dans un milieu acide riche en protons H+, elle se transforme en dioxygène et en eau. En réalité, à elle seule, elle n'a pas pu se dismuter. Ce type de réaction, ça s'appelle dismutation dans le cadre des réactions d'oxydoréduction. Elle ne peut pas le faire, mais il lui faut de l'aide. Donc déjà, au début, pour bien comprendre l'évolution d'un système chimique, il faut déterminer les conditions dans lesquelles il se trouve. Donc la description d'un système chimique nécessite la précision du nombre et de la quantité de matière des espèces chimiques qui se trouvent dans le système. On doit aussi préciser l'état physique de chaque espèce. Ainsi, on utilise la lettre L pour les liquides, S pour solide, G pour gaz et AQ pour les ions ou bien les molécules qui sont solvatées dans de l'eau. Ainsi, on parlera de l'eau liquide, de l'oxygène ou bien du dioxygène gaz, par exemple du fer solide et des ions sodium aqueux. On peut imaginer les ions aqueux, l'ion sodium est entouré d'un certain nombre de particules d'eau. On peut aussi avoir du CO2 aqueux, ça veut dire qu'on a une molécule CO2 qui n'est plus gaz, mais elle est entourée d'un certain nombre de molécules d'eau. On doit aussi préciser la température du système chimique ainsi que sa pression. En effet, ces paramètres physiques garantissent la stabilité ou non de notre système chimique. Par exemple, on ne peut pas conserver certaines huiles essentielles à haute température parce qu'ils se déforment, leurs molécules se déforment et ils donnent d'autres produits. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un système chimique évolue de l'état initial vers un état qu'on appelle état final. Discutons maintenant les transformations chimiques. Sans doute, vous avez déjà vu les réactions chimiques, mais en fait, ces réactions chimiques sont juste des modèles de ce qu'on appelle une transformation chimique. Une transformation chimique, c'est le phénomène qui arrive au système chimique, selon laquelle on part de ce qu'on appelle les réactifs et on arrive à ce qu'on appelle les produits qui sont de nouvelles espèces chimiques. Comment peut-on étudier une transformation chimique? En utilisant les équations chimiques. Donc, dans une équation chimique, on doit respecter certaines conditions. On écrit chaque espèce chimique en utilisant sa formule chimique. Par exemple, cette phrase ne caractérise jamais une équation chimique. Celle-ci non plus, ce n'est pas une réaction chimique. Celle-là
est une équation chimique, mais bien sûr, elle n'est pas encore équilibrée. Dans une équation chimique, les réactifs sont toujours placés à gauche et les produits sont toujours placés à droite. Par exemple, dans cette équation non équilibrée, on dira que CH4 et O2 sont les réactifs, CO2 et H2O sont les produits. D'accord, mais si on inverse la flèche comme ceci, qu'est-ce qu'on peut lire? Puisque le CH4 et le O2 se trouvent à gauche, ce sont les réactifs et CO2 et H2O sont toujours les produits. Et si on a inversé toute la transformation, enfin, toute l'équation, attention, ceci veut dire maintenant que CO2 et H2O sont les réactifs, CH4 et O2 sont les produits. En fait, la flèche indique le sens de l'évolution du système. Si on considère un système formé de réactifs et des produits, ces produits peuvent eux aussi être sujets d'une transformation. En effet, parfois on peut représenter une équation chimique par une double flèche à double sens. Ceci tout simplement dit que je peux avoir les réactifs qui donnent les produits et les produits qui donnent à un certain moment les réactifs, selon les conditions. On appelle réactifs les espèces chimiques qui se trouvent à gauche et on appelle produits les espèces chimiques qui se trouvent à droite. Point, c'est tout. Pour ne plus se brouiller la tête, on va se mettre d'accord que le sens de la transformation est toujours de gauche à droite. Ceci veut dire que la flèche qu'on va adopter pour la transformation sera comme celle-ci. Elle va de gauche et pointe vers la droite. On a deux règles principales à respecter lors d'une écriture d'une réaction ou bien d'une équation chimique. L'équation chimique doit satisfaire la conservation de la matière et la conservation des charges électriques. Pour la conservation de la matière, considérons l'équation qu'on avait déjà vue de la combustion du méthane. Une petite lecture va me dire que une molécule de CH4 me donne une molécule de CO2 et une molécule de H2O. Une molécule de H2O nécessite 2 atomes d'hydrogène, tandis que j'en ai 4. Alors, où sont passés les 2 autres? L'idée donc de conservation, c'est que le même type et le même nombre d'atomes, ou bien d'éléments chimiques si vous voulez, à gauche, doit être égal à celui de droite. On a tendance donc à multiplier ceci par 2, le H2O par 2. Maintenant, du côté droit, on a 4 atomes d'oxygène, tandis qu'au côté gauche, on n'en a que 2. Pour remédier à cette différence, on peut multiplier le O2 ici par 2. Statistiquement, pour le carbone, on a un atome à gauche qui est égal à un atome à droite. Et pour l'hydrogène, on a du côté gauche 4 atomes d'hydrogène et du côté droit 2 fois 2, ça fait 4 atomes aussi d'hydrogène. Pour l'oxygène, du côté gauche, on a 2 fois 2, c'est-à-dire 2 atomes multipliés par 2. Et du côté droit, on a 2 atomes d'oxygène plus 2 fois 1 atome d'oxygène, donc ça nous fait 4. Attention les enfants, il faut toujours multiplier le coefficient stoichiométrique par le chiffre en indice en bas du symbole de l'élément chimique. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai fait cette petite représentation ici. Permettez-moi de discuter maintenant le terme matière et pourquoi j'écris tout simplement conservation de la matière. Et cela suffit pour toutes les conservations matérielles dont on a besoin. Matière veut dire aussi nombre de moles ou bien tout simplement quantité de matière. Sans doute, ceci signifie aussi la conservation de la masse. Autrement dit, la masse est égale à la masse des produits. Juste à titre d'exemple, la masse des particules que j'ai ici, c'est 80 divisé par le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 12 plus 4 plus 2 fois 2 fois 16, ça me donne 80, divisé par le nombre d'Avogadro, juste pour avoir la masse d'un échantillon moléculaire. De même, de l'autre côté, j'aurai 12 plus 2 fois 16 plus 2 fois 2
pour l'hydrogène, c'est-à-dire 4, plus 2 autres fois 7, c'est exactement le même comptage que du côté gauche. Restons toujours avec cette réaction et supposons que dans un exercice, on nous donne une réaction de ce type, avec les données suivantes, puis on nous demande de déterminer X, c'est-à-dire la formule chimique de la molécule X. Il suffit de calculer sa masse molaire, sachant que le coefficient stoichiométrique est 1 bien sûr, en utilisant la loi de la conservation de la masse. On vient de le voir, la masse molaire des éléments qui se trouvent à droite, c'est 80 grammes par mol. Elle doit être égale 4 fois 16 plus la masse molaire de X, ce qui nous permettra de calculer la masse molaire de X, c'est 16 grammes par mol, sans connaître sa formule statistique. Si on pousse davantage l'analyse, on conclura que, puisque j'ai 4 atomes à droite d'hydrogène et je n'en ai aucune, donc X doit contenir 4 atomes d'hydrogène. En plus de quoi, il doit contenir l'atome de carbone qui figure à droite et non à gauche. Ainsi, on découvre la molécule X, c'est CH4. Bon, un petit peu poussé, d'accord, on peut admettre que la matière dont il s'agit, ce sont les éléments chimiques, parce que les substances ne sont pas généralement conservées, puisque j'avais par exemple ici X, qui est le méthane, qui n'est plus. C'est-à-dire, le CH4, la substance méthane, n'est plus présente dans les résultats, dans les produits, à la fin de la transformation, ce qui veut dire tout simplement que lorsqu'on parle de conservation de matière, voilà les 3 choses dont on pense. Le nombre de moles, la masse et les éléments chimiques. Les molécules ne sont pas conservées. Outre la loi de conservation de la matière, on a la conservation des charges électriques. Considérons par exemple cette réaction. La conservation de la charge électrique stipule que la somme des charges à gauche doit être égale à la somme des charges à droite, ce qui n'est pas le cas pour cette équation. Donc je dois l'équilibrer pour respecter la conservation de la matière et la conservation des charges électriques. Par pratique, on laisse toujours les charges vers la fin. Pourquoi? Parce que généralement, et dans les cas les plus courants, lorsqu'on équilibre les atomes, les charges s'équilibrent automatiquement. Ici, combien de charges j'ai à gauche? J'en ai moins 2, plus 2. Il ne faut toujours pas oublier de multiplier le coefficient stoichiométrique par la charge en puissance. Donc, c'est 2 plus 2 moins, ça donne 0. Donc, du côté droit, on n'a aucune charge, donc la charge totale est 0. Maintenant, on a, et le respect de la conservation de matière et celui de la conservation des charges électriques. En guise d'entraînement, on nous propose 3 transformations chimiques à équilibrer. Considérons la première équation chimique. Pour le mercure, à gauche, j'en ai 2 atomes. À droite, j'en ai aussi 2 atomes. Pour le carbone, je n'en ai qu'une à gauche et une à droite. Pour les oxygènes, j'en ai 3 à gauche, donc 3 à droite. L'équation est déjà équilibrée. Supposons que j'ai toujours des problèmes quant à l'équilibrage ou le balancement d'une réaction. Que dois-je alors faire? Je vous propose une méthode plus mathématique. Voilà, je sais que je dois avoir des coefficients stoichiométriques A, B, C et D. Je les écris et j'utilise les lois de conservation. Pour le mercure, je dois avoir 2A qui doit être égal à B plus 1 fois C. Pour le carbone, je dois avoir petit a qui est égal à D. Et pour l'oxygène, je dois avoir 3A égale C plus 2D. Plus 2D. Si vous remarquez, pour les gens qui ont un bon talent en maths, j'ai ici 4 inconnus et je n'ai que 3 équations, un système de 3 équations et qui sont indépendantes. Donc mon système
possède une infinité de résultats. Il possède une infinité de solutions. J'ai donc le droit de choisir une valeur pour un inconnu qui ne sera pas un inconnu maintenant, ça sera juste un paramètre. C'est-à-dire, j'ai le droit de le choisir. Donc, je choisis par exemple A égale à 1. Vous allez me dire, mais pourquoi A? Parce que je le trouve dans les trois équations. Et pourquoi 1? Puisque c'est le plus petit nombre naturel positif. Le système s'écrit alors comme suit. 2, j'ai juste remplacé A par 1, 2 est égal à P plus C, 1 est égal à D, et 3 est égal à C plus 2D. Je vais remplacer D par 1, et avoir C est égal à 1, que je vais injecter ici, et j'aurai B est égal aussi à 1. Donc, tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, et cela conformément au résultat du début. Cette méthode va nous permettre d'équilibrer n'importe quelle réaction avec les deux conditions principalement, fondamentalement acquises, la conservation de la matière et la conservation de charge électrique. Proposons-nous maintenant d'équilibrer cette énorme équation. Je ne vais pas jouer au génie, je vais simplement poser A, B, C, D, E, F et G comme étant les coefficients stoichiométriques associés à la réaction. J'applique maintenant les lois de conservation pour H, Cl, Sn, K, Mn et O. Pour l'atome d'hydrogène, j'ai ici A, atome d'hydrogène, et de l'autre côté, je n'en ai que 2G. Donc A doit être égal à 2G. Pour le chlore, j'ai A plus 2 fois B. Remarquez bien que je multiplie toujours l'indice par le coefficient stoichiométrique qui doit être égal, donc la flèche, ça représente égal, 4 fois D plus 2 fois E plus F. Ici, j'ai pas de chlore. Pour l'étain, j'ai ici B qui doit être égal à D. Concernant le potassium, C doit être égal à F. La conservation du magnésium impose que C doit être égal à E. Et la conservation de l'élément oxygène me dit que 4C doit être égal à G. On jette un coup d'œil si on doit utiliser la conservation de charge. Tous nos éléments sont électriquement neutres, donc je n'ai pas besoin d'utiliser la conservation de charge électrique. Bien sûr, je dois choisir un paramètre, c'est-à-dire un coefficient stoichiométrique dont je dois donner un nombre. Celui qui me paraît logiquement, c'est-à-dire celui qui se répète suffisamment, c'est C, donc je peux poser C est égal à 1. Attention, c'est juste un choix, on pourrait choisir A est égal à 1 ou bien. Ceci me permet de déterminer les autres coefficients. Je trouve A égale 8, si vous voulez, D est égal à B, F est égal à 1, E est égal à 1 et G est égal à 4. En résolvant le système, et c'est très facile et c'est très direct, regardez bien ce que je trouve, je tombe avec B est égal à 5 demi, D est égal à 5 demi. Pour éliminer le 2 au dénominateur, et sachant bien que les coefficients stoichiométriques que je calcule sont au choix, mais ils sont liés par les équations, donc je peux multiplier tous les coefficients par 2. J'aurai C est égal à 2, A égale 16, petit b est égal à 5, D c'est 5, F c'est 2, E c'est 2, G c'est 8. L'équation complètement équilibrée est la suivante. Prenons maintenant cet exemple. Là, ça frappe aux yeux qu'on a des charges électriques à équilibrer. On commence toujours par équilibrer les éléments chimiques, puis les charges. Puisque je vous propose la méthode mathématique, je vous invite à remplacer les coefficients par A, B, C, D, E et F. Dans cet exemple, on doit respecter la conservation de l'élément chrome, celle de l'élément oxygène, l'hydrogène, l'azote. En plus de cela, on a
la conservation des charges. Pour le chrome, on a 2 fois A doit être égal à petit d. Remarquez bien, je ne me soucie pas de charge maintenant. Pour l'oxygène, on a 7 fois A plus C qui doit être égal à 2 fois E plus 1 fois F. Il est plus facile de trouver les relations de l'hydrogène et de l'azote. Quant aux charges, on aura bien sûr des signes plus ou bien des signes moins. Selon par exemple, j'ai ici moins 2 fois A. Moins 2 fois A. Donc c'est une charge négative. Moins 2 fois A. Plus B. Plus B. Donc c'est le signe en puissance de l'élément qui va déterminer le signe arithmétique entre les membres qu'on va calculer. Plus B moins C doit être égal plus 3D, donc 3D moins 2 fois E. Moins 2 fois E. Ici pour cet élément, pour cette molécule, j'ai pas de charge, donc je ne mets rien. Maintenant, on pose A est égal à 1. Donc pourquoi j'ai choisi A? Parce que je trouve qu'il est écrit sur plusieurs équations, ce qui me donne le système suivant. Donc, finalement, je vais trouver que, puisque j'ai pris A est égal à 1, D est égal à 2, F est égal à 1, B est égal à 2, E est égal à 6, C est égal à 6. Il suffit de les remplacer dans l'équation précédente. Et on trouve ceci. Je dois rappeler que les coefficients stoichiométriques sont des nombres entiers naturels tant qu'on travaille au lycée. Après, ils peuvent être fractionnels ou même négatifs. Parlons maintenant de l'avancement de la réaction et du bilan de matière. Considérons la réaction entre les ions cuivriques et l'hydroxyde, les ions hydroxyde. Ils vont me donner, dans une solution aqueuse, un précipité solide non soluble dans l'eau. Il y a plusieurs manières de lire cette réaction. Je vous en propose deux pour le moment. La première, je peux dire qu'un ion Cu2+ disparaît et deux ions HO- disparaissent pour donner finalement une molécule CuOH2. Dans ce cas, le dénombrement 1, 2, 1, autrement les coefficients stoichiométriques doivent être obligatoirement des entiers naturels. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a pris cette convention. Une autre lecture un peu plus réaliste, puisque je ne peux pas prendre une molécule, un ion, alors je pourrais dire une mole de Cu2+ disparaît, 2 moles de HO- disparaissent au même moment où on a l'apparition d'une mole de CuOH2. Dans cette lecture, vous l'avez remarqué, on a conservé l'entité des coefficients stoichiométriques. Mais bon, dans un laboratoire et disposant de certaines solutions, est-ce que je suis sûr de travailler toujours avec une mole, 2 moles pour avoir une mole? La réponse est non, mais on va prendre une petite fraction, un petit peu de mole, un petit chouïa. Dans ce cas, j'adopte une seule lecture, qui est la suivante. X mol des ions Cu2+ disparaissent en même temps que 2X mol de OH- pour donner X mol de CuOH2. Avec cette fois, X appartient à R+. Ça veut dire qu'il peut être supérieur à 1, inférieur à 1, contient les virgules, ne contient pas de virgule, etc. quand vous voulez. Donc il suffit que ce soit un nombre positif. Je rappelle que dans un laboratoire, je ne suis pas contraint d'utiliser forcément toujours une mole, 2 moles comme quantité de matière de réactif. Comme tout bon scientifique, on doit donner une bonne signification et une bonne définition de ce petit x. Analysons la phrase x mol de CuOH2 apparaît, donc cette quantité de matière est produite. Supposons qu'au début, j'avais dans le récipient une quantité initiale de CuOH2. Après un certain moment de la réaction,
je dois avoir une quantité de matière NT de CuOH2. D'après cette phrase, elle doit être, la quantité de matière initiale doit être augmentée d'un X. Donc, la quantité de matière totale de CuOH2 est égale à X mol qui apparaît, plus bien sûr la quantité initiale qu'on avait déjà. Puisque l'unité de la quantité de matière est la mol, avec le signe plus, X doit être exprimé en mol. Ça veut dire d'Ekshouya qui avait réagi, c'est une petite quantité de matière conformément à ce qu'on avait dit au départ. Considérant cette équation, elle nous permettra de calculer la valeur de X, après un suivi temporel bien sûr et des mesures expérimentales. Brièvement, on peut écrire que X, c'est la variation de la quantité de matière du produit CuOH2. À propos des ions hydroxyde, supposons qu'au début, j'avais la quantité de matière initiale HO-, Ni, HO-, et après le passage d'une certaine durée, T se transforme en N à l'instant T des ions OH-. D'après cette phrase, la quantité de matière sera diminuée de 2 fois X. Ça veut dire que la quantité de matière qui me reste à l'instant T, c'est la quantité initiale moins 2X. Ce qui veut dire que NT moins Ni est égal à moins 2X. Ce qui donne X égale à moins delta N de OH- sur 2. Puisque delta N est négative, X est positif. Donc j'ai automatiquement ce moins d'après les calculs. La variation de NOH- divisée par le coefficient, mais avec un signe moins, puisque ce sont des réactifs. Leur quantité de matière diminue, donc leur variation, la variation de leur quantité de matière est négative. Pour les ions Cu2+, je pense que vous allez le deviner. D'après cette petite analyse, d'après ce petit calcul, on constate que X doit obligatoirement augmenter, puisque au cours du temps, la quantité de matière des produits augmente et celle des réactifs diminue. Lorsque la réaction avance dans le temps, X augmente. L'avancement de la réaction peut donc être paramétré par X. X est l'avancement de la réaction. X, l'avancement, augmente dans sa valeur tant que la réaction est en train de se dérouler. Lorsque la réaction chimique s'arrête, X est à son maximal. On dit qu'il a atteint la valeur X maximale qu'on note. La question qui se pose à ce stade est qu'est-ce qui fait qu'une réaction chimique s'arrête? La réponse qu'on va admettre, c'est la disparition de l'un des réactifs. Lorsqu'on a dit l'un des réactifs, ceci veut dire qu'ils peuvent tous disparaître en même temps. Par exemple, cette réaction va s'arrêter lorsque l'un des réactifs disparaît. Par exemple, Cu2+, lorsqu'il a été totalement consommé, donc les OH- ne trouveront plus les ions avec lesquels ils vont réagir, donc la réaction va s'arrêter. Et la production de CuOH2 aurait atteint son maximum et ne peut plus augmenter en quantité de matière. Lorsque tous les réactifs disparaissent en même temps, on dit tout simplement que la réaction est stoichiométrique, c'est-à-dire on avait introduit juste le nécessaire pour que la réaction ait lieu. Voilà donc ce qu'on vient d'expliquer est résumé dans ce qu'on appelle l'étude quantitative d'une réaction chimique. Dans cette étude, on doit y préciser l'état initial, l'état intermédiaire, c'est-à-dire à un instant T où la réaction est toujours en déroulement, et l'état final où on est arrivé à la fin de la réaction. Le réactif qui a disparu s'appellera réactif limitant. Et l'autre, s'il en reste, on dira qu'il a été introduit en excès.
l'avancement à l'état final, c'est-à-dire à l'arrêt de la réaction, c'est X final, c'est l'avancement final qu'on va appeler X maximal. On doit donc avoir une bonne méthode pour déterminer la valeur de l'avancement maximal. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, dans cet écran, on établit le schéma de travail, le schéma de l'étude théorique, bien sûr, quantitative théorique d'une réaction chimique qu'on va considérer comme étant alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D. Considérons l'équation générique alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D. Alpha, bêta, gamma sont les coefficients stoichiométriques de cette réaction, tandis que A, B, C et D sont les produits et les réactifs. Bref, sont les espèces chimiques mises en jeu. Pour étudier quantitativement cette réaction d'une manière théorique, on doit établir ou bien construire le tableau de suivi ou bien le tableau d'avancement de la réaction. Dans ce tableau, on a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Alors, dans la première ligne, on met ici la réaction ou bien l'équation de la réaction. La voici. Ici, on précise qu'il s'agira de l'état et là, l'avancement. L'état, ça dépend du temps, c'est avant la réaction, pendant le déroulement de la réaction et à la fin de la réaction. L'avancement, ce sont les valeurs de x au début, c'est-à-dire à l'état initial. L'avancement est nul. Lors du déroulement de la réaction, l'avancement c'est x et à la fin, l'avancement c'est maximal x max. On précise dans cette ligne que les cases qui se trouveront ici, on y représentera les quantités de matière en mol. Alors, supposons que pour l'espèce chimique A, on avait la quantité de matière Na et pour B, la quantité de matière N2. Bon, voilà, j'ai corrigé au niveau de la réaction. La quantité de matière de C, initialement, c'est 0 et D, initialement, c'est 0. On considère que les quantités de matière écrites ici, ou bien représentées dans ces cases, ce sont des quantités de matière liées à la réaction. Donc, je peux avoir dans le milieu déjà une certaine quantité de C, mais moi, je ne parle que de la quantité produite par cette réaction seulement. Donc, avant la réaction, je n'ai pas de C qui vient de cette réaction, ni de D. Donc, je vais écrire ici 0, et là aussi 0. Lors de la réaction, on s'était mis d'accord que la quantité qui reste, la quantité N à l'instant T de A, c'est N1 moins le coefficient fois X. C'est N1 moins alpha fois X. Pourquoi vous me direz? Je vous rappellerai que dans ma tête, j'avais multiplié toute la réaction, toute l'équation de la réaction chimique par X. Donc, et puis je la lis. Qu'est-ce que je dis? Je dis que alpha X vont disparaître de A, voilà, avec un signe moins. Bêta X vont disparaître de B, voilà, disparaître de la quantité de matière N2 déjà mise de B, et gamma X vont apparaître, c'est 0 plus gamma X, on n'écrit pas 0 plus, donc c'est gamma X, et pour D, ça sera aussi apparition de delta X. À l'état final, c'est la même chose, sauf que cette fois, on va utiliser X max au lieu de X. C'est exactement la même chose, le même tableau et le même tout. Je vous rappelle que cette colonne concerne la quantité de matière de l'espèce A et non pas de alpha A. Voilà, je tiens toujours à souligner que les valeurs qui sont représentées ici littéralement ne concernent que l'espèce chimique A et non pas alpha A. Alors, j'ai tronqué le tableau pour pouvoir discuter à propos des quantités de matière ici. Alors, jamais on écrit N de alpha A. Ce ne sont que les HMR qui font cela. Jamais on écrit N de alpha A. Mais c'est N de A. C'est la quantité de matière de l'espèce chimique A.
et non pas de alpha A. Alpha A n'a aucun sens, sauf lorsqu'elle est écrite dans cette réaction chimique, ni plus ni moins. Donc, je souligne que parmi les monsibats que je rencontre toujours avec les élèves, c'est qu'il y a pas mal d'entre eux qui m'écrivent la quantité de matière de alpha A, la masse de alpha A, le volume de alpha A, voire même la concentration effective de alpha A. Ceci n'a absolument aucun sens. Bien, passons maintenant à la détermination de la valeur de Xmax. Je réduis un petit peu la taille du tableau pour avoir de l'espace pour expliquer. Et je vais commencer par supposer que cette case contient une valeur nulle. Donc je vais supposer que N1 moins alpha X max 1 est égal à 0. Pour moi, X max 1 n'est qu'un candidat pour jouer le rôle de X max. Je ne suis pas sûr maintenant qu'il va constituer le vrai X max ou non. Un petit calcul me montre que X max 1, l'avancement maximal lorsque A disparaît totalement, ça sera N1 sur alpha, c'est-à-dire la quantité de matière initiale divisée par le coefficient stoichiométrique. Est-ce que j'ai terminé? Non. Je vais supposer maintenant que c'est B qui est l'élément, le réactif limitant, et que c'est lui qui va se consommer le premier. Donc, je pose que N2 moins bêta X max 2 est égal à 0. Là aussi, X max 2 ici n'est qu'un candidat pour jouer le rôle de X max. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est tout simplement en train de spéculer sur la valeur de X max. On cherche la valeur de X max en utilisant une certaine logique. Tout calcul fait, on trouve que X max 2, c'est N2 divisé par, non pas alpha, mais divisé par bêta. Bêta, c'est le coefficient que j'ai ici. Donc c'est N2, la quantité de matière à l'état initial, divisé par bêta, qui est le coefficient stoichiométrique. Maintenant, X max est défini comme étant la plus petite valeur d'entre ces deux X max calculés. Donc, 1, c'est-à-dire la valeur inférieure, entre ces deux valeurs, d'entre ces deux valeurs. Bon, j'ai corrigé, c'était candidat, mais bon, c'est candidat. Quelqu'un me dirait, mais bon, on cherche la valeur maximale, pourquoi on prend la valeur inférieure? Mais attention, le mot maximal d'avancement, c'est la réaction qui le juge, c'est la réaction qui le pilote, c'est la réaction qui le détermine, et non pas une valeur mathématique supérieure. Attention, pour répondre à cette question, nous allons considérer que X max 1 est supérieur à X max 2. Je vous rappelle que X max 1, c'est N1 sur alpha, et X max 2, c'est N2 sur bêta. Donc, N1 sur alpha, on suppose qu'elle est supérieure à N2 sur bêta. Calculons alors la quantité de matière finale qui est égale à N2 moins bêta X max. Mais dans le cas où on avait pris X max 1 qui est égal à X max. Alors, le petit calcul va nous donner que la quantité finale de B, c'est alpha N2, regardez bien, c'est alpha N2, moins bêta N1, et puisque bêta fois N1, c'est supérieur à alpha fois N2, on va tomber avec une quantité de matière qui soit négative. Ce qui fait que jamais on doit considérer X max comme étant la valeur sup, mais juste la valeur 1, simplement pour ne pas avoir de quantité de matière négative. Comme ça, on est arrivé à discuter la notion de bilan de matière. En fait, c'est un terme technique qui signifie tout simplement l'application numérique de la dernière ligne à l'état final. Attention, lorsqu'on veut parler d'une application linéaire des quantités de matière calculées dans un instant donné, par exemple l'instant t donné, eh bien, il faut le préciser. Mais lorsqu'on dit bilan de matière et en ce terme, alors automatiquement, il s'agit de la valeur finale. Parce que généralement, on réalise une réaction chimique, on fait réagir des espèces chimiques entre elles pour tout simplement avoir
le résultat final et non pas pour avoir des résultats intermédiaires. Pour terminer, essayons de résoudre cet exemple d'application. Considérons l'équation chimique modélisant la transformation CE2+, et H-, ça on l'avait vu déjà. On utilise la quantité de matière N1, la quantité de matière N2, établir le tableau d'avancement, déterminer l'avancement maximal XM de la réaction et en déduire le réactif limitant. Là aussi, il y a une petite discussion que j'aimerais bien faire avant. Et donner le bilan de matière de la réaction. Lorsque je dis bilan de matière de la réaction, je parle automatiquement de l'état final. Pour la première question, il n'y a pas de mystère, on l'avait déjà faite. Donc, sauf que ici, à l'état initial, je précise dans mon tableau la valeur initiale de la quantité de matière de CU2+, et celle des ions OH-, sans bien évidemment mettre les unités parce que ici je le précise. Pour la deuxième question, nous allons commencer par supposer que N1 moins Xmax égale 0, ce qui va nous conduire à Xmax 1, c'est de 10-3 mol. Voilà, ceci d'un côté. D'autre côté, on va prendre N2 moins 2X max est égal à 0. Bien sûr, je ne dois pas utiliser X max, je vais utiliser X max 2. Alors, tous les calculs sont faits. Je trouve que ça sera 3, 10 moins 3. Alors, quel est le vrai X max d'entre ces deux? On ne doit plus s'en douter. On doit prendre le plus petit. Donc, le plus petit, c'est X max 1. Ce qui va dire, ce qui va me donner que X max de la réaction, c'est X max 1, c'est de 10 moins 3 mol. On conclut alors que les ions Cu2+ sont le réactif limitant. Autrement dit, dans cet état final de la réaction, la quantité de matière des Cu2+, c'est 0. La dernière question était d'établir le bilan de matière. Certains conseillent aux élèves d'utiliser une ligne supplémentaire qu'on va appeler bilan de matière, mais en fait c'est celle-là, le bilan de matière de la réaction. Je rappelle que lorsqu'on ne le précise pas, le bilan de matière concerne l'état final de la réaction. Mais si on vous dit calculer le bilan ou bien établir le bilan de matière à l'instant T donné, c'est dans le cas intermédiaire, mais on doit au préalable le préciser dans la question. Dans ce cas, l'application numérique, il suffit de remplacer N1 par sa valeur et la valeur de Xmax par sa valeur. On aura la quantité de matière finale de Cu2+, c'est 0 mol. Celle finale de H-, c'est 2, 10 moins 3 mol. Et la quantité finale, c'est CuOH2. Alors, généralement, dans les exercices, on va vous demander, par exemple, dans le cas de ce solide, déterminer la masse obtenue. Dans le cas, par exemple, des ions aqueux, déterminer la concentration, ou bien déterminer la quantité de matière dissoute au préalable. Une chose que je vous conseille, c'est d'avoir cette ligne magique en tête. Il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Parce que vous l'avez vu en fait, un suivi de la réaction se fait d'une manière quantitative par calcul de quantité de matière. Et sans cette formule en tête, on ne peut répondre aux questions de la chimie. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.